Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous comme chaque lundi à 19 h pour cette émission en direct du secrétariat général de la Comédie Française, Place Colette à Paris. Alors, en novembre dernier, nous avions fait une émission consacrée aux écritures francophones. C'était en fait un coup de projecteur sur le premier cycle proposé par le Bureau des lectures, en compagnie de Mélinée Moreau, chargée de mission auprès de l'administrateur et du directeur général, mais aussi coordinatrice de l'Académie et du Bureau des lectures, de Laurent Mulaison, conseiller littéraire de la Comédie Française, et de Mathilde Weber, académicienne et membre cette année du Bureau des lectures. On avait donc évoqué les 3 textes sélectionnés. Ce soir, place au deuxième cycle du Bureau des lectures consacré aux écritures jeunesse. Nous retrouvons Laurent Mulaison, figure centrale lorsqu'on évoque les écritures au français. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je n'ai pas encore dit d'ailleurs que vous étiez également le directeur artistique de la maison Antoine Vitesse. Il y a d'ailleurs des textes traduits ce soir et la maison Antoine Vitesse n'est pas complètement étrangère à la question. Voilà, j'y reviendrai si vous voulez. Et également autour de la table ce soir, Marine Jublin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du service éducatif et vous faites partie du bureau des lectures. Et Gwendoline Soublin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, enfin peut-être est-ce un peu réducteur, dramaturge, je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça qu'on dit, autrice, c'est bon. Alors ce deuxième cycle consacre 3 pièces qui seront lues au Théâtre du Vieux Colombier le 4 mars à 15 h, un texte traduit de l'allemand de Jens Raschke, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Très bien. Ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture. Le 9 mars à 15 h, un texte intitulé « Qui ne dit mot ?» un texte traduit de l'anglais d'Evan Placey. Et pour ouvrir le bal, ce samedi donc 2 mars à 15 h, votre texte, Gwendoline, intitulé « Fiesta », publié aux éditions Espace 34. Alors, avant de plonger dans cette pièce puissante qui vous cueille par son charme et puis sa profondeur, que l'on soit petit ou grand, précisons peut-être en quoi consiste ce bureau des lectures et pourquoi, après les écritures francophones et avant les écritures étrangères, vous avez choisi de vous pencher sur les écritures jeunesse. Je me tourne vers vous, Laurent. Vaste question et pour un vaste sujet d'ailleurs. Il y a une grande richesse des écritures pour la jeunesse en France et dans le monde. Et il nous a semblé important au bureau des lectures, où nous recevons tout type de textes, donc y compris des textes pour le jeune public, de les mettre en valeur et d'en présenter aussi la particularité à l'intérieur d'un cycle, parce que ça permet toujours de mettre en regard les textes avec les autres. Si vous mettez un texte jeune public au sein d'une programmation plus généraliste, il sera catalogué texte jeune public, donc il sera en quelque sorte stigmatisé, même si c'est positivement. Mais si vous en mettez 3, eh bien on entre dans le cœur d'un même sujet, et donc c'est intéressant de faire des comparaisons, de faire de faire correspondre, de faire dialoguer, d'explorer différentes façons d'écrire, etc. Et enfin, il nous semblait aussi important, et là je parle aussi au nom des acteurs de la troupe qui font partie du bureau des lectures, de valoriser des écritures originales pour la scène d'auteurs et d'autrices pour le jeune public. Avec évidemment l'espoir qu'ils trouvent un jour le chemin des plateaux. Oui, ça c'est un peu la vocation aussi de Bien ces sûr. textes. Peut-être expliquer à ceux qui nous regardent comment ça fonctionne, c'est-à-dire là il y en a 3. Les 3 heureux élus, si je puis dire, d'un comité. Mais qu'est-ce que ça représente en fait comme nombre de lectures et est-ce qu'il y a joutes et batailles entre comités pour sur certains textes ou pas par rapport là à cette session, si on peut dire, consacrée aux écritures jeunesse. C'est combien de textes pour le bureau à lire? Tout texte confondu, c'est à peu près 450 textes par saison, répartis entre une dizaine de lecteurs
qui en débattent au cours de 6 sessions, 6 rendez-vous de bureau, de comité de lecture en quelque sorte, puisque c'est un petit comité de lecture à côté du grand comité de lecture de la maison qui fait entrer les pièces au répertoire. Nous recevons tous les textes envoyés par les auteurs, les autrices, les traducteurs, les traductrices, vivants. Voilà, on part du principe que c'est eux qui les envoient, donc on part du principe qu'ils sont vivants, et on les évalue. Alors cette évaluation se fait effectivement par une série de lectures en parallèle, et puis un débat au sein de chaque rendez-vous. Quand un texte a 2 suffrages positifs, nous notons A, B, C. Lorsqu'un texte a 2 grands A, il fait partie de la sélection pour la saison du bureau des lectures. Et cette sélection, qui doit représenter, je sais pas, à peu près 25 textes par saison, est affichée à la fin de saison sur le site. Et tout le monde peut voir ce que la Comédie Française, enfin en tout cas ce que le comité de lecture, le bureau des lecteurs de la Comédie Française a trouvé bien, a aimé. Au sein de ces 25 textes, nous choisissons les textes qui vont faire partie du cycle des lectures, selon divers critères, qui sont évidemment d'abord le critère de la qualité, et de l'envie qu'on pense exister chez les acteurs de s'emparer d'une langue, de s'emparer d'un sujet, d'incarner une première fois sur le plateau, texte à la main, sans mise en scène, ces textes-là. Alors les cycles précédents étaient des cycles plus généralistes qui pouvaient mélanger texte français, texte étranger, texte jeune public, texte pour adultes, mais enfin bon, texte jeune public, c'est un texte tout public, et on l'espère parce que il faut espérer que tous les gens restent des enfants le plus longtemps possible. Il n'y a que ça qui nous sauve. Donc, on a décidé, à partir de cette saison, de séparer les 3 cycles. Faire un cycle francophone pour pouvoir comparer les écritures françaises et francophones entre elles, un texte jeune public pour pouvoir, là aussi, comparer, mettre en valeur un même corpus, un même genre, et les textes étrangers qui représentent évidemment tout le reste du monde. C'était un beaucoup de choses. Avec ce site particulier, si je puis me permettre, bien sûr. Avec ce site particulier dans les écritures dites jeunesse, c'est qu'en fait elles sont intergénérationnelles. C'est-à-dire que, comme le disait très justement Laurent, elles touchent les enfants, mais pas que. Et fort heureusement, mais on a fait aussi en sorte de choisir différentes cibles d'enfants, c'est-à-dire des enfants de 8, 9, 10 ans, des enfants fin de collège et des enfants plutôt lycée. Donc, en fait, quand on dit les écritures jeunesse, c'est très large. Et c'est vraiment cela qui est passionnant dans ce cycle que les comédiens français vont porter à la scène, c'est de montrer aussi la diversité des publics touchés et la diversité des écritures, je trouve. Justement, si on parle d'écriture, alors Gwendoline, vous qui écrivez pour différentes cibles, si je puis dire, enfin les enfants, les adultes, les marionnettes aussi, est-ce que quand vous prenez votre plume jeunesse, c'est une plume singulière ? Alors ça, c'est toujours la grande question et je ne sais jamais très bien comment y répondre. Il y a forcément quelque chose de particulier quand on écrit pour la jeunesse. Moi, peut-être la meilleure façon que j'aurais de le traduire, c'est que je trouve que subitement, on peut plus faire semblant. C'est-à-dire que parfois, quand on écrit pour les adultes, entre guillemets, moi, parfois, peut-être on peut avoir le tort de vouloir faire un peu l'intellectuel, de vouloir montrer qu'on fait les choses bien, qu'on a bien travaillé ces sujets, je sais pas comment. Et c'est très bien de faire des recherches, etc. Mais j'ai envie de dire que pour les écritures jeunesse, on fait les mêmes recherches, mais on doit se débarrasser de l'intellectuel pour juste être intelligent. Et moi, parfois, j'ai l'impression d'être plus pertinente à l'endroit des écritures jeunesse dans ma pratique même,
Parce que plutôt que de chercher à vouloir, je ne sais pas trop quoi, éblouir ou être... Il y a un truc du sensible avec lequel on traite davantage et qui permet de se mettre vraiment au service de qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte, à qui on le raconte. Et ça devient quelque chose d'assez intime et d'assez émotionnel. Et qui retire rien à tout le travail par ailleurs qui se fait autour, de recherche, de rencontres. Mais moi, je trouve qu'il y a un endroit de vérité dans l'écriture jeunesse que j'aime beaucoup. On peut pas trop se cacher. Ouais, on peut pas se cacher, on peut pas tellement tricher et on n'a pas à se complaire d'une certaine façon. Non, parce qu'on sait qu'en face, de toute façon, on va être reçu comme on a écrit. Donc, si on a trop joué l'intello, on va être reçu, mais avec des claques. Donc, je sais pas comment dire, mais... Ce texte Fiesta, un texte, je l'évoquais comme ça rapidement, mais un texte très fort, un récit choral aussi, ce qui vous permet d'épouser, en tout cas de donner voix à différents points de vue, parce qu'on a l'impression qu'il y a cette manière comme ça, d'une forme d'un arrière-plan, mais qui permet en fait de donner la parole à des gens et de les voir peut-être, je ne sais, se réinventer, se réorganiser. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce qui pourrait décrire ce texte-là. C'est à partir d'une trame, comment les gens s'en emparent et chacun, comme vous parliez d'intimité, de la façon la plus intime, réagit en fait à cette trame. Oui, c'est vrai que dans Fiesta, moi j'aime beaucoup écrire des histoires avec des bandes d'enfants. Je trouve que c'est toujours très vivifiant. Et c'est vrai que le vrai intérêt qu'il y a pour l'écriture avec les bandes, c'est que on peut faire exister des sommes de points de vue et on peut faire exister comme ça très fort des personnages. C'est presque comme de la BD, quoi. On fait un trait comme ça, puis il y a un personnage qui apparaît. On fait un autre trait, il y en a un autre. Et il y a à la fois la joie et l'exaltation du groupe. Comment ça pia, ça se répond, ça se bagarre, ça avance. Et en même temps, on peut faire entendre du sensible aussi à travers le groupe. Et voilà, moi j'adore faire ça, vraiment, j'adore les bandes d'enfants. Je trouve que c'est toujours très porteur en plus au plateau. Alors ici, il faut quand même expliquer parce qu'on dit en public, le public va recevoir ce texte. Oui, en effet, ce sont des lectures publiques qui sont dirigées par des comédiens ou par. Est-ce qu'il y a des académiciens là qui dirigent aussi? Voilà, c'est ça. Oui, cette fois-ci, le texte de Gwendoline Fiesta va être dirigé par Sylvia Berger. Le texte allemand traduit de l'allemand de Jens Raschke va être dirigé par Mathilde Weber, donc l'académicienne metteur en scène dramaturge de la saison. Et le texte d'Evan Placé va être dirigé par une fanatique absolue de l'écriture d'Evan Placé, qui est Sephora Pondy, qui est une aficionada totale de cet auteur et du sujet d'ailleurs. Et donc là, les comédiens donnent voix au texte, forme de mise en espace aussi, parfois. Oui, la lecture est un premier champ d'investigation de l'interprétation. On fait ressortir des couleurs, on fait ressortir des traits de caractère, on fait ressortir des esquisses de tension entre les personnages, de fluidité de l'action, en faisant confiance à la capacité des spectateurs à imaginer ce qu'ils ne voient pas, mais on se rend compte que cette imagination, au fond, on lui fait pas suffisamment confiance parce que énormément de gens, de public du bureau des lectures, les gens dans la salle disent à quel point ils aiment entendre un texte être interprété parce qu'ils peuvent s'imaginer ce qui se passe. Donc, ça les rend actifs. C'est une écoute active. Mais la pièce, elle est travaillée, bien sûr. Pas juste son texte et puis on lit, on interprète. Et les comédiens sont gourmands de cet exercice de lecture? Marine, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui parce que c'est une vraie découverte pour elles et eux.
de travailler des textes très contemporains. Ce bureau, il a aussi pour vocation de faire découvrir ou de faire émerger une littérature contemporaine vivante dans une maison de répertoire qui a chevillé au corps les textes, mais tout l'enjeu, c'est de faire découvrir ce qui s'écrit aujourd'hui, ce qui se traduit aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une vraie appétence, une vraie curiosité de la part des comédiens, qui parfois sont empêchés par des questions d'emploi du temps, de planning, de répétition, parce que les comédiennes et les comédiens travaillent beaucoup dans cette maison. Les charges de travail sont lourdes, donc c'est ce qui parfois freine ou empêche des distributions de se faire. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une excitation à porter pour la première fois. Il y a une forme de virginité dans la lecture qui est passionnante parce qu'il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas d'antériorité. Et cette virginité au plateau est souvent très féconde dans l'imaginaire, non seulement du public, mais également des comédiennes et des comédiens. Donc, je crois que c'est vraiment des expériences riches qui, en plus, aujourd'hui, réunissent aussi des metteurs en scène et des metteuses en scène qui parfois viennent, et souvent viennent assister à ces lectures pour se faire une idée de ce que ça peut donner. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu très fort pour les comédiennes et les comédiens de la troupe à porter ces textes, je crois. Oui, je dirais même que ça mobilise leur talent à un autre endroit. C'est-à-dire, travailler le répertoire, c'est travailler ce qu'on a travaillé au conservatoire. Oui, c'est s'inscrire dans une histoire de l'interprétation aussi. C'est s'inscrire dans les pas de quelqu'un, c'est mobiliser son talent dans un cadre qui est défini, qui est précis et qui permet à la liberté créatrice de s'exprimer. Là, la liberté créatrice peut s'exprimer, mais sans le cadre. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadre. On découvre, on avance à vue. On n'a pas il n'y a pas de présupposés, on mobilise pas les mêmes, même les mêmes attentes chez le ressorts public aussi. Et on n'anticipe pas les mêmes réactions. Et donc, on va explorer certainement, on se laisse surprendre aussi par une écriture et ce qu'elle peut provoquer au plan de l'interprétation. Tout à coup, quand il s'agit de saisir quelque chose au niveau du jeu, de la traduction par le jeu d'une écriture, d'une suite de mots, tout à coup, ça peut réveiller des ressorts qui font que on lit une joie dans les yeux des comédiens quand ils lisent, au moment même où ils le font. Gwendoline, Marine parlait de cette maison qui a aussi évidemment tout ce rapport très fort au répertoire. Vous, qui écrivez donc pour le théâtre, qu'est-ce qu'elle représente cette maison pour une auteure comme vous? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une grande question. Quand vous me posez cette question, moi je me revois plus jeune. Enfin, moi je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans et je faisais plutôt du cinéma au départ. Et quand j'ai commencé à mettre un petit orteil dans le théâtre, quand j'ai commencé à faire des études de jeu, c'est vrai que pour moi, là, je me rappelle plutôt de ça. C'était la Comédie Française, c'était quelque chose de grand, de très officiel, quoi. Et je me rappelle que du coup, je réussissais à choper des places pas trop chères pour me retrouver dans les balcons du haut, là, je me rappelle plus le nom. J'ai un souvenir comme ça d'être un peu émue d'être dans un lieu qui est, je sais pas, oui, qui porte une histoire si grande, quoi, et je sais pas, j'ai plus une émotion de spectatrice, en fait, quand je pense à cette maison, mais de jeune spectatrice. Parce que maintenant, j'habite plus à Paris, donc je peux pas voir les spectacles de la Comédie Française, mais je pense surtout à ça, ouais. Et vous avez donc commencé par le jeu? Oui.
oui. J'ai fait des études dans un conservatoire à Paris, et puis après j'ai un petit peu fait des choses avec des copains, avec des petites compagnies, et puis en fait assez rapidement, enfin ça a duré quelques années quand même, mais l'écriture me manquait trop. Moi j'écris depuis que je suis petite, et c'est ma colonne vertébrale. Donc ça me manquait trop, et comme j'étais très passionnée de théâtre et que l'écriture était fondamentale, ben je me suis dit tiens, pourquoi j'écrirais pas du théâtre? Et j'y connaissais vraiment rien, donc j'ai commencé à regarder sur des sites des noms d'auteurs. J'ai été comme ça un peu fouiller des trucs. Je me rappelle d'ailleurs, tiens, c'est drôle qu'on parle de ça, je me rappelle que j'avais découvert Lucie Depeau, qui a été jouée ici à la Comédie Française avec Dance Floor Memories. Dance Floor Memories, exactement. Voilà, et j'avais été chercher ce texte de Lucie en me disant, tiens, c'est une autrice contemporaine, justement, elle est jouée à la Comédie Française, donc ça doit être bien intéressant. Je me rappelle de ça, tiens, c'est drôle d'être là, je pense à ça. Voilà, donc je sais plus, je me suis perdue dans ce que Non, sur ce désir que vous aviez donc d'écrire qui était plus fort que tout, et que finalement c'est ça qui vous a décidé. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir cette colonne vertébrale qui vous pousse à écrire pour le théâtre, c'est-à-dire pour des mots qui seront portés. Oui, c'est vrai que c'est particulier, hein. Mais en même temps, je me dis que le théâtre, pour moi, c'est bizarre parce que quand on dit théâtre, c'est comme si ça limitait un peu. Alors que moi, j'ai l'impression que quand je pense écriture théâtrale, je pense à la poésie, je pense à la performance, je pense à la littérature jeunesse, je pense à plein de trucs, je pense aux nouvelles. J'ai l'impression que le théâtre, aujourd'hui, les écritures dramatiques contemporaines, elles sont tellement plurielles que pour moi, c'est presque un terme fourre-tout de parler d'écriture théâtrale, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à écrire des choses avec des répliques et le nom des personnages. Et si on le fait, c'est ok. Enfin, je veux dire, ça peut être vraiment formidable d'écrire des choses comme ça actuellement. Il n'y a pas du tout de mépris de ma part, mais pour moi, c'est tellement riche. C'est tellement des territoires vastes. Il y a plein de tentatives. Je trouve que j'aimerais bien que ça soit mieux connu parce que ça reste une niche. Et dans cette niche, il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'inventivité, et je regrette qu'on n'ait pas plus l'œil là-dessus et qu'on en soit toujours à mettre de la poussière sur les écritures théâtrales parce qu'on les connecte trop à des trucs qui ne sont plus ce qu'elles sont, mais depuis fort longtemps, à vrai dire. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'à la fois d'hybride, de pouvoir coudre les genres entre eux. C'est quelque chose que vous avez remarqué en lisant toutes les pièces, par exemple, là, cette année. Est-ce qu'il y a comme ça des signes des temps qu'évoque Gwendoline aussi? Est-ce qu'il y a des formes fortes, ou justement, un éclatement des formes qui serait Il y a une diversité de genres absolue. Je souscris, mais alors complètement à ce que dit Gwendoline. Et j'ai rien à ajouter, c'est parfait, c'est absolument ça. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est faire un plaidoyer très très fort à cet endroit-là. J'en profite, je regarde la caméra pour dire aux gens, achetez des livres de théâtre, lisez du théâtre. On a tendance à considérer que écrire pour le théâtre, c'est sortir du champ de la littérature. C'est absolument faux. Les écritures théâtrales sont un genre qui appartient pleinement au genre de la littérature. Et comme le soulignait Gwendoline, qui a en plus de ça la capacité à mélanger les genres. Il y a à mélanger de la performance, à mélanger du dialogue, à mélanger de la nouvelle, à mélanger de la poésie. Du réel et du fantastique. Du réel, du fantastique, de la miniature, des épopées, des paysages larges, des vues microscopiques sur les choses. Et ça, c'est quelque chose on a peur on se dit, oh là là, mais le théâtre, non, c'est mieux de le voir, attendre qu'il soit sur le plateau. Non. L'expérience sur le plateau, c'est autre chose. C'est la combinaison d'une écriture avec la rencontre, et de la rencontre d'un traducteur ou deux traducteurs que sont le metteur en scène et les comédiens. C'est déjà une interprétation.
Mais la source de la chose, c'est le texte lui-même. Ouais, et c'est pas plus compliqué de lire du théâtre que de lire de la littérature, de la bande dessinée, des mangas. Je trouve que les mangas, c'est bien plus difficile à lire que le théâtre, d'ailleurs. Tiens. Est-ce que je peux rebondir? Oui, évidemment. C'est que Marine voulait rebondir, je suis sûre de ça. Moi, j'ai une passion pour la lecture. Ça, c'est personnel. Et j'ai une passion pour la lecture de pièces de théâtre depuis petite. Ce que je trouve passionnant, je m'occupe du service éducatif à la Comédie Française. Ça m'intéressait de savoir un peu le pont, dans quelle manière cette expérience du bureau des lectures et tout ça nourrit aussi. Ce que je trouve formidable dans la lecture du théâtre, c'est la rapidité de l'acte, d'une part. Parce que quand un roman prend 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, là je lis un essai de Fanny Murat sur Proust, sur le lien entre sa famille et Marcel Proust. Mais en fait, j'en ai pour beaucoup d'heures. Enfin, c'est une lecture qui va me demander beaucoup d'heures. Ce qui est passionnant avec le théâtre, c'est que on a un texte court qui est censé se passer en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois 2 heures et demie. Mais je veux dire, c'est un temps de lecture qui est dans la brièveté. Et ça, pour les élèves, pour les jeunes, je trouve que c'est formidable parce que ce rapport au temps, on sait ô combien il est problématique actuellement. D'autre part, c'est le lieu des conflits. Et ça, du point de vue de la formation de l'enfant, de l'adulte que nous sommes, c'est formidable. Dans le texte de Gwendoline, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un enfant qui veut fêter coûte que coûte son anniversaire. Malheureusement, il y a une tempête qui s'abat sur le pays, une tempête Marie-Thérèse, d'un drôle de nom. Mais cet enfant va défier les lois de la météo, de l'actualité qui s'abat sur son pays. De la prudence. De la prudence. Du confinement. Parce que cette tempête isole les habitants les uns chez les autres. Et donc, cet enfant va réunir, va dresser sa liste d'invités, va écrire son petit carton qu'il va envoyer par les airs pour que les enfants, les 8 enfants invités, viennent à sa soirée, à sa fête d'anniversaire pour ses 10 ans. J'ai bien résumé? Oui, très bien. Et ce que je trouve formidable, c'est que le théâtre, c'est le lieu du conflit. C'est-à-dire qu'un individu est en conflit avec la nature, avec l'autorité, avec les autres. Un système. Et en fait, le texte de Gwendoline, là où il est formidable, c'est que cet enfant, cet individu, va créer un collectif en dépit de toutes les impossibilités qui se dressent sur son chemin. Et donc, on va inventer, parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est l'invention à l'état pur. Cet enfant invente des subterfuges pour contrer cette tempête qui confine les enfants les uns chez les autres. D'autant plus que cet enfant, ce héros, n'habite pas l'immeuble dans lequel sont logés tous les autres. Alors là, il y a une forme d'injustice. Ouais. Et Gwendoline Soublin, si vous me permettez, ce que je trouve passionnant, c'est que elle réinvente la langue théâtrale. C'est-à-dire qu'on a une langue qui n'est plus ponctuée à la fin. Il y a pas de points finaux à la fin de chaque phrase. Donc on a une forme de forme poétique qui ressemble à du verset ou à du vers libre. On a une partie on a une pièce en 8 parties qui rappelle les 8 invités. On n'a pas de nom de personnage, mais parfois on devine. Je pense à Cassiopée. On devine comme ça qui dit quoi, et on a aussi du discours apporté. Bref, je trouve qu'il y a une inventivité dans la langue, notamment de Gwendoline Soublin, que je trouve magnifique. Et cette langue théâtrale, à la fois, elle est marquée par sa brièveté,
Elle est marquée par ce conflit que je trouve passionnant à lire, à faire découvrir aux plus jeunes et aux moins jeunes. Une forme d'inventivité dans la langue dont on parlait il y a quelques instants. Et je trouve je trouve que politiquement, c'est passionnant parce que Gwendoline, typiquement, met des mots sur des douleurs, par exemple du confinement qu'on a eu, que les enfants ont eu, qu'on a mal dit, qu'on a mal pensé au PAN ou PEN. Enfin, et je trouve que c'est une pièce qui, en plus de ce cadre du confinement, évoque aussi d'autres thématiques que je ne voudrais pas dévoiler parce que ça fait partie de la richesse du texte. Mais voilà, c'est pas le suspense. C'est vraiment, c'est un texte qui, jusqu'à la dernière phrase, et porte des surprises et en même temps construit l'individu, le lecteur, la lectrice que nous sommes. Je trouve en somme que c'est une expérience de lecture, le théâtre, qui est passionnante parce que on est toujours... Pourquoi ce texte est-il aussi bref? Parce que y a du non-dit. En fait, la langue théâtrale, c'est du hors-champ, c'est du hors-texte, et c'est de l'ellipse. C'est plein de cuts, de coupes que le dramaturge ou la dramaturge effectue. Et là, il y a une forme d'imaginaire. Ça rend très vivant le lecteur. C'est passionnant. Ça rend acteur le lecteur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un matériau absolument crucial à faire découvrir. Et que c'est un domaine qui est inépuisable. Ah oui, c'est vrai, ça, vous le remarquez, j'imagine, Laurent, depuis toutes ces années où vous êtes à ce bureau des lectures. En quoi? Non, mais c'est vrai qu'une écriture nouvelle est Merci de me rappeler mon âge. Une inspiration pour un nouveau langage qui soit plastique, corporel. Oui, et partant d'une nouvelle forme d'expérience, parce que quand Marine parle d'écriture par ellipse, parfois, il arrive qu'on ne comprend pas tout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce temps extrêmement bref, un parcours a été fait. C'est-à-dire qu'il y a le conflit, mais à la fin du texte, on ne part pas sur une frustration. Les conflits sont résolus, ou en tous les cas, on a l'impression d'avoir traversé une expérience qui, comme est le théâtre d'ailleurs, comme est le rapport à l'art en général, nous renvoie à nous-mêmes, nous fait grandir, nous apporte nous donne les moyens d'affronter notre propre réalité en étant mieux armés. Et ça vaut pour les enfants et ça vaut évidemment pour tout le monde. C'est une définition somme toute assez basique et banale de ce que c'est que l'art. Mais voilà, il y a un art de l'écriture théâtrale, il y a un art du théâtre. Il y a évidemment le texte de Gwendoline qui ouvre le bal, qui est donc lu ce samedi, le 2 mars à 15h. Il y a 2 autres textes et j'aurais aimé peut-être, je crois qu'en plus Gwendoline, vous en avez lu, en tout cas l'un des deux. Le texte de celui qui est là. Je l'adore, j'incite tout le monde à le lire, c'est un de mes textes préférés. Voilà, je pense que peut-être de présenter les deux autres textes que ceux qui nous regardent pourront peut-être, s'ils sont par ici, aller découvrir le 4 mars, donc ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture, ça c'est ce texte-là, et le 9 mars, Kindimo. Oui, je commence. Vous partagez. Tu veux y aller? Tu prends Evan Placé? Je prends Evan Placé. Je laisse Marine parler de ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture, qui est effectivement un texte assez singulier et assez particulier. La parole est à toi. On est donc ce que vit le rhinocéros de l'allemand Jens Raschke. Un zoo avec des animaux qui dialoguent parce que, comme chez La Fontaine, comme chez Ésope, les animaux ont la parole et les animaux ont une vie.
Alors, vous avez une marmotte, vous avez un rhinocéros, vous avez un papa babouin, voilà, plein d'animaux qui cohabitent dans ce zoo. Ce zoo a la particularité d'être à Buchenwald, c'est-à-dire en lisière d'un camp de concentration qui a été l'un des lieux les plus terribles de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ce zoo a été réellement édifié pour le personnel de ce camp de concentration, en somme pour les familles des SS qui avaient des enfants et qui, le samedi et le dimanche, avaient besoin de divertissement. Mais pas que, parce que c'est aussi, ce zoo a drainé également les villageois avoisinants. Donc il y a eu une forme de visibilité à ce zoo dans toute la région de Buchenwald. Et l'histoire commence par la mort d'un ours. D'un rhinocéros. D'un rhinocéros, pardon. Ouais. Par la mort d'un rhinocéros et d'un ours qui arrive et qui va s'intégrer à ce zoo, qui va faire la connaissance d'une marmotte, qui va faire la connaissance du papa babouin, de tout un tas d'animaux, et évidemment qui va faire la connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la clôture, à savoir le camp de concentration. Et ce qui est passionnant dans l'écriture de Jens Raschke, c'est que toute l'humanité est décrite dans ce texte à travers les animaux, avec la faiblesse des hommes, le courage des hommes, la curiosité, le désir de tranquillité. Bref, tout ce qui nous constitue en tant qu'être humain. La conscience qui s'éveille. La conscience qui s'éveille, le courage politique, pour aller de l'autre côté de la clôture. Et ce texte sur la Shoah est absolument extraordinaire. La langue est magnifique, la traduction l'est tout autant. Peut-être Gwendoline, vous qui l'avez lu, peut-être avez-vous un autre... Ouais, c'est ça, moi, cette pudeur j'adore ce aussi. texte, vraiment, je le trouve très très fort, très brillant. Ce que je trouve très fort, c'est de réussir à créer une situation en miroir, c'est-à-dire que en fait, on sait plus bien qui sont les animaux, qui sont les humains, tout ça est mélangé, parce qu'en plus tous les animaux, bon bah voilà, ils sont très, ils ont des espèces de caractéristiques qui sont à la fois liées à ce qu'ils sont en tant qu'animaux, enfin de voilà, je sais pas quel exemple prendre, mais oui, la marmotte. La petite marmotte qui se réveille et puis qui est là un petit peu. Puis les Anglais, la darling. Un peu tête en l'air. Un peu naïve, un peu comme ça, un peu légère. Et puis il y a le papa babouin, lui, qui est comme ça, un peu sur, je sais plus, un peu sur ses gardes. Oui, et puis qui veut contrôler tout. Voilà, exactement, qui est un peu autoritaire. Et c'est ça que je trouve très fort dans le texte, c'est qu'en fait, à travers ces animaux, ça nous raconte aussi précisément ce qui se passe dans le camp de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce jeu de miroir entre les deux. Et au-delà de ça, après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la langue aussi. Enfin, effectivement, l'histoire, elle est super. Puis il y a de l'humour dans ce texte. Il y a aussi, c'est ça qui est très beau, c'est que c'est tragique parce que précisément, il y a tout dedans. Il y a toutes les émotions possibles. C'est sidérant, en fait, toutes les émotions qui traversent ce texte. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme des espèces de narrateurs qui prennent la parole. Enfin, un narrateur est pas un bon terme, mais des récitants. Voilà, ça serait des récitants qui viennent nous raconter cette histoire et qui donc se font à la fois ceux qui nous racontent cette histoire, qui en ont peut-être été témoins ou qui la rapportent, et en même temps qui se mettent à la place de tous les personnages. Et ça, je trouve que c'est donc cette chose du récit-action. C'est une chose que permet l'écriture théâtrale, que je trouve extrêmement puissante et joueuse. Parce qu'au plateau, on voit bien comment ça crée énormément de possibles, énormément de territoires, comment ça peut construire et déconstruire des géographies multiples dans l'espace. Et le texte, il devient l'action. Et c'est ça que j'adore dans ce texte. Oui, la prise en charge de la parole aussi par l'acteur. Et ce qui est passionnant, c'est ce parallèle aussi qu'on peut faire avec la zone d'intérêt, ce film de Gleiser, qui montre le quotidien d'une famille SS bien sous tout rapport et d'une espèce de quotidien idyllique. Et à côté, ce camp de concentration. Et là, d'une certaine façon, je trouve que, d'ailleurs, la préface le dit un peu, il y a ça, c'est-à-dire... De l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la frontière,
de cette clôture, de cette fameuse clôture. Et ça, je trouve que c'est passionnant pour des adultes qui voudraient faire découvrir à des enfants de 12-13 ans aussi ce texte. Je trouve que c'est un biais passionnant. Oui, parce que la grande force de ce texte, c'est d'aborder le sujet des camps de concentration, tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire la déshumanisation totale, l'horreur pure, la fin de l'humanité, et les réactions que ça provoque dans l'entourage, ceux qui veulent pas voir, ceux que ça rend malade, ceux qui peuvent rien faire, ceux qui décident de faire quelque chose. Donc tout cet éventail, d'une manière, ceux qui peuvent même en mourir, ceux qui en meurent, d'une façon, le texte se met à hauteur des animaux, mais donc aussi des enfants. C'est extrêmement compliqué. J'imagine des parents se dire, voilà, une pièce sur la Shoah pour des enfants de 12, 11, 12, 13 ans, c'est... Non, surtout pas, faut pas leur imposer ça. Mais le texte n'impose rien. C'est-à-dire la construction même, la poétisation de certains passages, le jeu de référence, les envolées dans des mondes imaginaires, et la description très très simple de ce qui se passe, je trouve la pudeur. La pudeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une pudeur qui est fait que tout est dit. Ouais. Donc les enfants, bien sûr, prennent cette réalité-là et en même temps savent quoi en faire. C'est-à-dire, c'est pas du tout traumatisant parce c'est aussi une histoire sur le courage en quelque sorte et sur la force de résistance. Et ça, c'est absolument passionnant et ça sert dans plein de situations de la vie aussi. Alors ça va être donc dirigé par Mathilde Weber, qui est donc l'académicienne. Le lundi 4, avec Françoise Gillard, Pierre-Louis Calixte, Nicolas Lormeau et Didier Sand. Et alors le dernier texte, il est pour vous, donc... Qui ne dit mot. Qui ne dit mot. Alors, on change de registre. Pour enfants un peu plus âgés. Oui. Alors, une annonce particulière aux parents qui voudraient emmener leurs enfants de moins de 14 ans. Non. Pas d'enfants de moins de 14 ans à Qui ne dit mot d'Evan Placé, à moins que vos enfants soient vraiment très, très, très mûrs et évolués pour leur âge. C'est un texte qui parle du harcèlement sexuel. Mais du harcèlement sexuel à l'adolescence, du jeu trouble qui peut exister au moment de l'adolescence, entre un garçon qui a ses problèmes d'adolescent et une toute jeune prof. L'originalité du texte est d'aborder une question qui est la question de l'emprise et la question de la domination des adultes qui ont autorité en plus de ça sur des jeunes gens en biaisant, enfin en faisant un détour et en changeant un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'on n'a pas un professeur qu'une élève accuse de l'avoir harcelé, on a un élève qui accuse 7 ans plus tard son ancienne éducatrice de l'avoir violée. Et ça, ce changement de perspective permet évidemment d'aborder le sujet dans toute son ambiguïté, dans toute son ampleur. Mais on aurait tort de penser que c'est un texte à charge. C'est absolument pas un texte à charge. C'est un texte qui va analyser le trouble qui se passe dans une situation telle que celle-ci. Quels sont tous les éléments dans l'intimité de chacun, dans le parcours personnel de chacun, adolescent et adulte, qui peut faire qu'à un moment donné, il y a un point de jonction où c'est trouble et où ça dérape. Et la pièce, elle est sur fond de discours, évidemment,
d'une volonté du corps enseignant que les adolescents soient tous au fait de ce que c'est que la vie sexuelle, le consentement, la technique même, comment faire l'amour, etc., etc. Et évidemment tout ce discours pédagogique qui se heurte à une réalité des jeunes qui est celle de l'exploration quasiment illimitée de tout ce que la pornographie peut offrir aujourd'hui. Donc les enfants, les jeunes sont en fait, il y a un jeu de dupes dans cette histoire, des adultes qui viennent leur dire des choses qu'ils ont vu faire et sur des sites porno, mais qui troublent leur propre conception de ce que c'est qu'un rapport amoureux et de ce que c'est que le premier amour, de ce que c'est qu'être ensemble pour la première fois avec quelqu'un. Donc ça aborde tous ces sujets-là dans une langue qui ne se cache pas que de traduction là aussi, de ce qu'elle décrit, traduit de l'anglais. On va citer le nom des traducteurs, Adélaïde. C'est pas tout le temps, par Adélaïde Pralon, comme Jens Raschke est traduit de l'allemand par Antoine Palévody. Et oui, une traductrice qui connaît bien l'œuvre de Placé, qui a traduit plusieurs pièces, qui connaît bien les subtilités de la pensée de cet auteur, qui est à la fois extrêmement cash et extrêmement subtil. Ça, c'est la grande force de ce texte. Et donc, ce sera une lecture dirigée par Sephora Pondy, qui connaît bien cet auteur, avec Éric Ruff, Françoise Gillard, Adeline Dermy, Adrien Simion et Jordan Rezghi. Et Léna Tournier-Bernard. Oui, aussi, qui est une académicienne. Exactement. Comédienne. Et votre texte à vous est dirigé par Sylvia Berger, on l'a dit, mais je pense que vous aviez déjà un lien avec Sylvia Berger. Oui, parce que j'avais donc un texte, alors non pas jeunesse, cette fois pas du tout jeunesse, qui s'appelle Peak Boy 1986-2358, qui est aussi publié chez Espace 34, qui avait été lu il y a quelques années, toujours par le bureau des lecteurs, voilà. Et donc Sylvia Berger, elle avait participé à cette lecture en tant que comédienne cette fois. Et j'en ai un super souvenir, c'était très très beau ce qu'elle avait fait. C'est une jolie aussi, c'est une jolie suite avec Clément Hervieux-Léger pour votre texte, Pauline Clément, Elissa Alboulac, Laïna Clavarmont et Vincent Breton. Voilà pour la lecture. Est-ce que ces textes donc qui sont là mis en lumière par la Comédie Française profite aussi, j'allais dire, d'une sorte de réseau partenaire. Enfin, cette mise en lumière-là, elle est Comédie Française, mais j'imagine que ça fait rayonner les choses. Est-ce que le texte après voyage, ou est-ce que ça ne vous appartient pas? Non, ça nous appartient pas, mais on peut aussi répondre à cette question en décrivant ce qui se passe aussi en amont. Des textes comme Fiesta, des textes comme Ce que vit le rhinocéros, c'est un peu moins le cas pour le texte d'Evan Placé, ont déjà une petite vie aussi ailleurs. Fiesta a une mise en scène, le texte de Raschke a été lu. Nous, on considère que le public parisien ou de la Grande Couronne ne connaît pas forcément ces textes-là, que donc c'est une pierre supplémentaire qu'on apporte à la connaissance et à la diffusion de ces textes-là. Il est arrivé souvent que des acteurs, des metteurs en scène ou metteuses en scène extérieurs à la maison viennent assister à ces lectures et aient envie de s'en emparer. Alors évidemment, d'abord, ils nous demandent si on a envie de faire quelque chose avec, ce qui est dans le cas de l'économie, disons, de la programmation à la Comédie Française, ne se fait jamais immédiatement. Donc ça prend toujours du temps, parce qu'il y a voilà, faire une programmation dans ce théâtre, c'est une chose lourde, donc qui demande du temps. Mais voilà, on est quand même très heureux qu'entre-temps, il peut y avoir aussi des gens qui s'intéressent à ces textes-là, qui, les découvrant, ont envie de s'en emparer. Nous, au niveau éducatif, au niveau du service éducatif, avec mes collègues Adèle et Marianne, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un cycle de 3 formations.
La première, c'est mercredi prochain, Oui. après-demain. Donc là, ça va être un atelier de dramaturgie animé par Laurent, ici présent, autour de ce que vit le rhinocéros. Le vrai. La semaine prochaine, on aura un atelier d'écriture animé par Séverine Daucourt autour de Fiesta de Gwendoline Soublin. Et ensuite, un troisième temps de formation dans 3 semaines qui sera un atelier de jeu. L'idée étant de voir les différentes modalités, les différentes facettes pour explorer un texte théâtral au sein de la classe. Donc, un atelier de dramaturgie, un atelier d'écriture et un atelier de jeu. Donc, l'idée étant de faire découvrir auprès d'un public d'enseignantes et d'enseignants ces textes qui sont assez méconnus ou pas assez connus, je dirais, faute aussi de formation enseignante, faute de crédit, faute, voilà, en raison de coupes budgétaires, les formations enseignantes se réduisent comme peau de chagrin. On met de plus en plus de formations enseignantes pendant les vacances, voilà, parce que les enseignants, chacun sait que pendant les vacances, les enseignants ne font rien. Ils ne font rien et pendant les vacances, ils n'ont que ça à faire, suivre des formations. Donc l'idée, c'est des formations gratuites que la Comédie Française organise les mercredis après-midi. Et c'est vraiment des temps d'exploration des écritures contemporaines. Et on est très heureuse. Et donc tout le mois de mars sera consacré aux écritures contemporaines. Oui, ça c'est une forme de prolongement absolument capitale. C'est-à-dire que il y a une nécessité à l'heure où notre président de la République parle de remettre le théâtre à l'école. Voilà, on pourrait lui donner ce conseil-là, de multiplier les formations enseignantes pour transmettre cette passion-là. Et Dieu sait qu'on a tous été, quand on a eu des profs au collège et au lycée qui nous ont donné le goût du théâtre, de lire, de jouer, à quel point ça a été formateur, lorsqu'on sait à quel point, et ça, le président de la République le dit, ça peut débloquer certains élèves qui ont des difficultés au niveau des prises de parole et de la confiance en soi, c'est évident. Mais lorsque tout à coup il y a une méthode que les profs peuvent explorer pour intégrer ça à leur enseignement, c'est le bénéfice, il est incalculable. Et j'ajouterais que c'est par la littérature contemporaine qu'on créera ces déclics pour la grande majorité des jeunes et des moins jeunes. Parce que il faut qu'on nous parle de nous aujourd'hui. S'identifier aussi. Ouais, c'est des problématiques. Peut-être dans une certaine prosodie aussi, un certain langage, quelque chose qui vous parle. En tout cas, c'est une sorte d'élixir de jeunesse pour une maison comme la Comédie Française, d'avoir ce rapport au texte contemporain. C'est très important de faire lire du théâtre et du théâtre contemporain. Parce que c'est un vivier d'interrogation, de questionnement qui traverse notre monde, notre jeunesse. Et le texte de Gwendoline Soublin en est la parfaite illustration. Moi, c'était le premier texte que je lisais sur le confinement et sur l'isolement des jeunes, par exemple, des enfants. C'était la première fois que je lisais ça. Pourtant, c'était en 2020, donc finalement, ça fait 4 ans qu'on a cette expérience et les stigmates de ce traumatisme. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire de lire notamment Fiesta de Gwendoline Soublin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus porter ces écritures. Vive la jeunesse et ces 3 rendez-vous donc au théâtre du Vieux Colombier 2, 4 et 9 mars, toujours à 15h. Merci beaucoup évidemment aussi au fait de la soirée, Andrea et Elisa. Et puis lundi prochain, vous avez rendez-vous avec Béline Dola à 19h pour un nouvel épisode du magazine Quelle Comédie. Bonsoir à tous.